Salut, moi c'est Steph. Moi, c'est Sarah. Et toi, t'es sur Radio Jab, le podcast qui t'embarque dans une philosophie de l'action. Tu le sais peut-être pas, mais le jab, c'est le coup principal en boxe. C'est à la fois le coup le plus stratégique et en même temps, il faut en faire beaucoup pour mettre un KO. Et ça, c'est exactement ce qu'on te propose de faire ici. Apprendre des trucs ensemble et te faire passer à l'action. Jab, c'est aussi le nom de notre boîte. On coach, on entraîne et on conseille des dirigeants et des équipes sur la vente. Alors que tu sois dans le business ou pas du tout, reste avec nous. Je te propose de clôturer ce mois sur le collectif avec un open mic en écoutant Sévac. Il œuvre avec l'association Amo Léger à créer des communautés d'habitat durables et solidaires partout en France. Ensemble, on s'est questionné sur les enjeux de passer de l'ambition individuelle au collectif. Bonne écoute! En 2016, quand on a revendu notre boîte, on s'est mis à voyager dans des lieux alternatifs, des projets de lieux de vie ou d'entreprises un peu alternatifs. Ouais. C'est-à-dire soit accès collectif, soit accès non-lucrativité, soit accès mutualisation, soit accès revitalisation rurale, ce genre de choses. Ouais. À la fin de ce voyage, on a tiré quelques leçons. L'une d'entre elles, c'était que ces expériences alternatives en marge un peu de la société avaient tendance à reproduire des dysfonctionnements ou de reproduire des structures inégalitaires, lucratives, etc. Bref, qu'on retrouve dans le système classique. Ok. Donc, et nous, là, on a été particulièrement sensibles, c'est sur la question des lieux de vie. On s'est dit qu'il y avait des gens qui avaient vraiment réussi à créer des lieux de vie transgénérationnels, où il fait vraiment très 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 bon vivre parce que les gens sont ouverts d'esprit, qu'il y a un vrai esprit de voisinage, d'entraide, où il y a beaucoup de mutualisation, ce qui fait que vivre c'est moins cher, et avec un autre rapport à la terre et aux êtres humains. Et on a vu que ces initiatives-là, elles étaient super belles, mais réservées un peu toujours au même profil sociologique, à savoir CSP+, jeunes cadres dynamiques ou pré-retraités, retraités, bref, des gens qui disposaient déjà suffisamment d'un capital culturel et social dans le système classique et qui ne faisaient que se transposer à la marge de la société. Ouais. Et donc nous, on avait envie comme mission de permettre à toute personne qui souhaite vivre en écolieu, en éco-village, peu importe comment on appelle ça, en habitat participatif, et de pouvoir le faire malgré des manques de moyens financiers, culturels, relationnels, etc. Et donc on a créé ou repris une association qui existe. Enfin voilà, bref, on a co-créé une association qui s'appelait Amo Léger, et dont le but, c'est ça, c'est accompagner les familles et les communes à créer des petits quartiers écologiques en ruralité où l'accessibilité financière, la non-lucrativité et la mutualisation, l'ancrage local sont au cœur du lieu de vie. Voilà, ça c'est ce qu'on fait. Trop bien. Merci pour cet éclairage et du coup, ça a beaucoup de sens pour nous de t'appeler sur ce thème qui est celui du collectif. Ouais. Il y a un truc que je trouve assez intéressant dans ce que tu dis et qui est un peu inévitable, l'ancrage très physique et territorial. Tu le parlais du voisinage, on peut penser, il y a des collectifs un peu abstraits comme Internet et il y a des collectifs concrets auxquels t'échappes pas, donc l'endroit où t'habites. Et voilà, je me demandais un peu quel rôle joue cette notion de collectif versus, ou plutôt individualité quand tu crées un lieu comme ça. Comment l'un nourrit l'autre et comment tu vois justement les interactions entre le collectif et l'individu quand tu crées un quartier. En fait, il faut, t'avais deux questions en une, j'ai l'impression. Il y a le côté numérique, distance, présentiel. Ouais. Et il y a le côté individu collectif. Ouais. Côté numérique présentiel, moi, de la leçon que j'en tire de mes expériences, après ça évolue tout le temps, mais
là, si je dis ce que j'ai compris sur ce point, c'est qu'en fait, c'est une chimère de croire que une communauté ne peut être qu'en ligne. En fait, s'il n'y a pas un moment, des espaces, des temps qui sont prévus pour que les membres de cette communauté se sentent, se reniflent, se voient en vrai, se touchent, c'est une communauté extrêmement floue et donc une communauté qui est vouée à disparaître parce qu'une communauté se définit toujours par rapport à l'extérieur, c'est-à-dire qu'elle se différencie de son environnement extérieur. Sinon, tu peux pas dire cette communauté-là. Si ça ressemble à rien, il faut que ça ressemble à quelque chose que la communauté ait sa particularité. Et donc, moi, ce que j'en tire, c'est que nous-mêmes, chez Amo Léger, on travaille énormément en distanciel à cause du Covid, etc. On a bien compris les limites du distanciel et qu'il faut forcément se voir en tant qu'être humain. On est conçu pour ça. Mais c'est intéressant parce que moi, ça me fait beaucoup penser aux tendances actuelles avec le télétravail, le full remote, machin. Et il y a beaucoup de boîtes qui prétendent qu'elles vont construire quelque chose avec un full remote où les gens ne se voient jamais, quoi. Non, mais pour moi, j'ai un avis tranché pour le moment. Ça peut évoluer. Si vous me rappelez dans 6 mois, ça va peut-être changer, mais je crois pas. Ça, c'est de la merde. C'est du mensonge. C'est de la chimère. En fait, c'est croire que l'être humain, c'est un algorithme ou je sais pas quoi, mais c'est pas comme ça, en fait. Parce que si on pousse la logique plus loin, alors on pourrait élever un enfant à distance. Non. Impossible. Oui. Non, mais c'est vrai, parfois, quand tu pousses des raisonnements logiques jusqu'au bout, tu te rends compte de l'absurdité. Exactement. L'adulte n'est qu'un enfant qui a pris quelques années dans la gueule, c'est tout. Donc, à partir du moment où on n'est pas capable de s'élever, de s'éduquer, de grandir à travers un écran, on n'est pas... D'ailleurs, ça se voit dans le virage que prend l'éducation, où le numérique prend de plus en plus de place. Pour moi, c'est une véritable catastrophe. Et moi, ma femme, elle est dans l'éducation, elle est éducatrice Montessori, et les ravages des écrans et du numérique sont déjà là. D'ailleurs, en Montessori, qui est une pédagogie encore réservée à une élite pour le moment, il y a absence totale d'écran. Et c'est logique. Donc, voilà mon point sur le présentiel et le distanciel. Après, ça, c'est... Comment dire ? Ça, c'est des rêveries d'un système un peu malade. Après, concernant collectif et individu, là-dessus, en fait, c'est idem. Un individu se différencie d'un autre individu parce qu'il a des limites corporelles et intellectuelles ou de valeurs qui fait qu'on peut le différencier d'un autre corps. Ouais. D'accord ? Je sais pas si parmi les auditeurs, il y en a qui lisent un peu Spinoza, mais Spinoza, il a une définition... On la recommande en tout cas. Voilà. Spinoza, il a une définition très généraliste d'un corps. Je vais pas rentrer dedans, mais bref. Mais si je fais un peu de vulgate de ça, un corps, en fait, il peut avoir différents échelons. Et le corps individuel, c'est un corps physique avec des idées qui lui sont propres et qui ne sont pas celles du voisin. Et pour le collectif, c'est exactement pareil. Le collectif, c'est un corps qui est composé de plusieurs corps individuels, mais qui peut se différencier physiquement et intellectuellement au niveau des idées et des valeurs. Et donc, pourquoi je dis ça ? C'est parce que la relation entre collectif et individu, pour moi, c'est exactement celle où, comme d'un corps humain, en fait, un corps humain, à l'intérieur d'un corps humain, il y a plein de petits corps. Il y a le foie, le pancréas, le cerveau, l'estomac. Chacun a son existence propre et ses intérêts propres. L'estomac, c'est se remplir. Le pancréas, c'est pas trop avoir le foie, c'est de pas trop avoir de fluide à filtrer. Le cerveau, c'est d'avoir du sucre pour, voilà. Et en fait, ils ont des intérêts alignés et désalignés. Et il faut viser l'harmonie du corps. Pour un collectif, c'est pareil. Il faut être capable que chaque individu puisse exprimer, avoir l'espace pour ses propres idées individuelles et son propre physique individuel. Mais à un moment, il faut que ça communique et que ça soit... Et moi, je mise tout là-dessus, qu'il y a une communication aux petits oignons pour qu'en fait se créent magiquement les limites du corps collectif. Il faut que les individus soient reliés par une raison commune, une vision commune, une stratégie commune, quelques intérêts communs, et que soit géré de manière très transparente et honnête, courageuse, la question des désalignements. Et pour ça, il faut prévoir des processus de médiation, d'écoute émotionnelle, d'écoute rationnelle, de débat, de
de temps de rencontre, de partage, des processus de sauvegarde ou d'exclusion qui font que le corps collectif, le collectif, va réussir à perdurer dans le temps et à garder une cohérence. Voilà. Trop bien. Merci. Trop bon éclairage sur ces 2 points. Du coup, je voulais savoir un peu concrètement comment ça se mettait en place, cette notion de collectif, quand vous montez un nouveau village ou dans ton projet. Comme dans n'importe quel collectif, en fait, il y a... Alors, pas dans n'importe quel collectif, mais en tout cas, dans les collectifs type projet, c'est-à-dire que le collectif se définit avant tout par un projet commun, on a toujours besoin d'initiateurs. Mmh. Les initiateurs, c'est ceux qui vont avoir une proposition de vision, une image, un récit à proposer et voilà un objectif. Et puis ça va attirer ou au contraire repousser certaines personnes. Les individus qui seront attirés ils vont se connecter aux initiateurs et là ça commence le collectif. Et à ce moment-là, pour moi, les choses commencent d'abord par du faire ensemble, c'est-à-dire éviter le blabla du début. Moi, c'est notre méthode. C'est ce que j'ai vécu à chaque fois quand j'ai créé mes 2 entreprises et Amo Léger. C'est ce que j'ai vu à chaque fois, c'est-à-dire on fait d'abord ensemble, on fait pas mal de merde surtout, on fait de la merde. Et au bout d'un moment, on prend un arrêt, on stoppe le rythme pour prendre du recul et en fait prendre conscience de ce qu'on a fait, comment on a fait. Et à ce moment-là, avec cette première phase-là de cassage de rythme, donc très concrètement, nous, chez Amo Léger, tu vois, on a pris des semaines entières ou des week-ends, on ne faisait plus d'opérationnel, on ne travaillait plus. Et même à l'époque de ma start-up à Paris, on avait fait ça à Copenhague. On prend un week-end, une semaine pour se dire qu'est-ce qu'on a fait ensemble depuis telle date et la particularité, pourquoi on a fait ça, comment on a fait ça, quels ont été les conflits, etc., pour créer formellement, c'est-à-dire formellement, artificiellement, pour créer sur le papier un collectif. Et ensuite, ça va être des itérations comme ça sans cesse. On va mettre à jour les règles de fonctionnement, la mission, la stratégie, la vision, les méthodes de règlement des conflits. On va sans cesse itérer pour faire évoluer tout ça et pour que le collectif reste cohérent et compact. Voilà. Et ça, pour moi, ça passe par des temps hebdomadaires chez Amo Léger, par des temps hebdomadaires de prise de recul. Après, on a des canevas d'analyse qu'on utilise maintenant. Et après, ça passe par des temps de recul beaucoup plus profonds, où là, parfois, on se fait accompagner par une personne extérieure, dont c'est le métier, de faire prendre conscience au collectif sur ses réalisations et ses manières de fonctionner qui peuvent être implicites ou cachées, dissimulées. Et voilà, en fait, à force de faire des moments de prise de conscience, de mise en lumière, on améliore sans cesse la cohérence et la progression du collectif. En tout cas, chez Amo Léger, c'est ce qu'on fait. C'est intéressant parce que il y a un truc là-dedans, moi dans lequel je crois aussi, c'est que toute aventure collective commence par quelque chose d'individuel, dans le sens où je trouve que toutes les actions que tu fais, souvent ça vient de quelque chose d'individuel. Ça peut être un rêve, ça peut être une pensée, une conviction, ça peut être juste une envie. Et en fait, toutes les bonnes choses en fait commencent par quelque chose d'individuel. J'ai l'impression, même dans les récits initiatiques de gens qui ont eu des carrières politiques avec de l'impact, des récits initiatiques même de héros, il y a toujours une quête personnelle en fait. Et je trouve que c'est intéressant comment ça communique avec du coup l'aventure collective par la suite. Ouais, parce que soit je trouve ton rêve individuel, justement, il résonne dans d'autres personnes, tu te rends compte que t'es pas le seul à l'avoir, soit tu réveilles chez les autres des trucs qu'ils savaient pas par ton enthousiasme, ta vision, ce que tu disais. Et je trouve ce qui est intéressant dans ce que tu dis, à relier avec cette notion collective, c'est aussi les 2 phases du collectif, qui sont celles de faire ensemble, et ensuite se projeter ensemble, enfin tu vois, ou même faire le bilan. Mais il y a 2 notions dans le collectif, et un collectif qui marche, je pense qu'il doit avoir un peu les 2, avoir la capacité de faire ensemble et pas toujours la même que de celle de faire le bilan ensemble, réfléchir ensemble et tout. Et en fait, on fait rarement cette distinction. Nous, une petite anecdote très courte. À la base Amo Léger, on était Xavier et moi dans notre maison en Ardèche.
et venaient au gré des hasards des gens, des jeunes de la trentaine, 25 ans, 20 ans. Ils venaient chez nous juste pour, voilà, parce qu'ils avaient entendu parler de nous, machin, ils voulaient nous rencontrer. Et en fait, ils restaient, ils déménageaient, ils restaient, ils s'agrégeaient. Et à Moléger, au début, on est 2. Maintenant, on est une petite trentaine avec 8 temps plein rémunérés. Et en fait, c'est quoi? C'est que juste Xavier et moi, au tout début, il y a 2 ans et demi, on avait juste une histoire, un rêve et une mission qu'on s'est donnée à nous. Ensuite, comme elle a dit, pardon, j'ai oublié ton prénom, Steph. Ensuite, ça a résonné chez les uns et chez les autres. Et ils ont pris la décision de se rapprocher physiquement de nous, ça c'était très important. Ouais. Ils ont tous déménagé en Ardèche. À la fin, en Ardèche, on était déjà un petit village. Notre asso était un petit village en soi. Et après, on a réussi, et ça c'est quelque chose de très important que je voulais dire, on a réussi à pas faire acte de propriété sur le rêve. Et ouais. C'est-à-dire qu'un problème, c'est comment dire, un problème, c'est que le système de compétition et l'individualisme fait qu'on a soit des égos mal placés, soit des côtés compétitifs qui surpassent nos côtés coopérateurs et partageurs. Et ça fait que les initiateurs ou les fondateurs ne laissent pas la place au projet de grandir, pas parce que le projet n'est pas excitant et qu'il attire pas des gens, mais c'est parce qu'en fait, il n'y a pas de règles de fonctionnement, de temps et même d'énergie pour laisser de la place aux autres. Donc en fait, le projet est capote. Et avec Xav, ce qu'on a réussi à faire, c'est qu'on a réussi à laisser la place à chaque nouvel individu, d'influencer la vision commune, le rêve commun. Et c'est toujours une tension entre cohérence et évolution, enfin conservation et évolution. Et c'est ça le plus difficile, je pense qu'on a réussi sur Amoléger. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Amoléger, alors ça s'identifie d'un point de vue symbolique et marketing à nous, mais en réalité de chez réalité, même au niveau de notre mode de gestion de l'association, on a zéro pouvoir de forcer quelqu'un à faire quelque chose en interne. Il n'y a pas de... Il y a du pouvoir, mais il n'est pas dans les mains exclusives des 2 initiateurs. C'est vrai, c'est sûr que en fait, ça parlera à tous nos auditeurs qui sont des entrepreneurs ou au moins qui ont des projets, parce que je pense qu'il y a toujours un stade, à un moment, où tu te dis « Ah, ça me glisse entre les mains, mince, qu'est-ce que je fais ?» Et le réflexe naturel, c'est plutôt de serrer les doigts et de... serrer les boulons, ouais. Après, et regarder. Pour pas envoyer d'injonctions contradictoires à ceux qui nous écoutent, le truc à accepter quand on veut justement partager le projet et le faire évoluer et que ça soit quelque chose où c'est pas exclusivement top-down, mais que ça soit... C'est pas horizontal non plus, en fait. Il y a une hiérarchie, mais qui est différente. Ça sera un autre sujet d'en discuter. Mais en fait, il faut accepter d'aller moins vite. Ça, c'est sûr. Par exemple, nous, dans notre start-up avec Xav, on était 3 associés. In fine, il n'y avait pas d'échelon, mais même s'il y avait eu N+1, N+2, in fine, qui décide? C'est les dirigeants, les actionnaires. Chez nous, il n'y a pas d'actionnaires, il n'y a pas de dirigeants. Donc, et on a refusé justement d'avoir des boss. Mais ça prend plus de temps parce que on respecte le rythme de chacun, on respecte les niveaux intellectuels de chacun, on passe beaucoup plus de temps à démontrer, argumenter, prouver, expliquer qu'à imposer. Et forcément, ça fait un rythme beaucoup moins élevé. Oui, c'est intéressant. C'est sûr qu'il faut regarder chaque structure. Et ça, c'est contradictoire avec l'esprit un peu, que moi j'avais à l'époque, l'esprit start-up, où le but c'est aller vite, faire du pognon rapidement. Et c'est ultra contradictoire en fait. Il faut comprendre que l'espèce humaine, l'être humain, je veux dire, là on a un nouveau-né à la maison, pour déjà ne serait-ce être capable de manger avec une fourchette et une cuillère, il nous faut 2 ans pour un humain, 3 ans. Donc pour monter un projet immobilier, etc. En réalité, si on respectait le rythme humain, il faudrait beaucoup plus de temps que ce que les entreprises privées imaginent faire et souhaitent faire. Félicitations pour ton enfant et pour tout le reste. C'est ouf. Merci beaucoup, Sévac. C'était trop bien. C'était génial. On est toutes les 2 là dans le fond de notre siège à réfléchir.
C'était trop bien. Merci beaucoup. Avec plaisir. Clap de fin pour cette émission. Et avant de te retrouver dans le prochain Radio Jab, j'ai un truc à te demander. Tu vas partager cet épisode avec 2 personnes. La première, parce que tu penses que ça peut l'aider. Et la deuxième, parce que tu penses qu'on devrait la recruter. Chez Jab, on est tout le temps à la recherche de nouveaux talents. Alors si tu connais quelqu'un qui veut travailler dans un environnement aussi stimulant et exigeant que le BCG, mais avec le swag de Nike et de Travis Scott, tu nous l'envoies. Quand t'as fini tout ça, tu nous mets 5 étoiles sur Apple Podcast et moi je te dis à la prochaine sur Radio Jab.